Vous êtes aussi, Kurt Leben, vous êtes venu avec quelques diapositives et je vous en remercie parce que c'est utile de donner à voir comment ce qui est fait concrètement, surtout quand ça touche au paysage. Auparavant, en préambule, un mot sur cette association Plantes et Cités que tout le monde ici connaît sans doute. En plus, vous êtes venu quasiment voisine d'Angers, voilà. Et c'est une association que je trouve très intéressante parce qu'elle agrège une grande diversité d'acteurs avec une démarche de R&D, d'expérimentation. Mais ça, je vous laisse le soin de nous en dire un peu plus. Oui, voilà, il faut l'ouvrir. Bonjour à tous. Donc déjà, je suis ravie d'être parmi vous. Et puis, pour se prêter au jeu de l'introduction, donc Plantes et Cités, c'est un centre technique national sur les espaces verts et la nature en ville. Donc on travaille pour les collectivités territoriales, les entreprises, les aménageurs dans le secteur du paysage, du végétal, pour répondre à des questions très techniques qui sont souvent partagées en mettant en œuvre des études, des recherches appliquées. Le programme Nature for Cities, dont il a été question sur les solutions fondées sur la nature, c'est un programme duquel on était partenaire, qui a permis d'élaborer une typologie des solutions fondées sur la nature. Moi, j'en parlerai pas plus longtemps. Puis il y a des sujets parfois très techniques, très opérationnels qu'on accompagne pour donner de nouvelles références pour faire évoluer les pratiques et mieux prendre en compte la biodiversité notamment. Si vous l'avez déjà fait, je vous invite à aller voir le site extrêmement riche qui donne un aperçu de l'extrême diversité des projets que vous portez, au nom toujours très, très évocateur, voire poétique, que j'ai repéré Murmure, Apache, Coultry, je vous laisse découvrir ce qu'il y a derrière, mais il y a même une créativité dans la désignation. Alors, j'ai eu quand même un mouvement de surprise quand on m'a dit de témoigner sur le village espace de biodiversité, parce que peut-être un peu naïvement, je me suis dit, c'est peut-être pas la priorité, il faut d'abord se préoccuper de nos villes, comme nous invite à le faire Anne tout à l'heure. Eh bien non, il y a aussi des enjeux de biodiversité dans nos villages, et c'est ce que vous souhaitez nous rappeler en préambule à travers deux premières diapositives que je m'empresse de lancer. Merci. Donc, en effet, les enjeux liés à la biodiversité ne concernent pas que les villes, on en parle beaucoup, mais pour la grande majorité du territoire, sur les espaces ruraux, les espaces agricoles, il y a des enjeux très importants, ça a été dit tout à l'heure par Anne, de changement d'usage des sols. Et donc on voit bien effectivement souvent la préservation de la nature, de la biodiversité arrive en concurrence défavorable avec ce besoin de logement, d'habitat, de création d'espaces qui deviennent du coup urbanisés, la ville qui s'étale. Il y a beaucoup de chiffres qui sont donnés, un département tous les 7 ans, puis après on a entendu tous les 10 ans. Ce sont 30 000 hectares en 25 ans qui ont été artificialisés. Et en fait, ce qui est intéressant, ce qui doit aussi nous interpeller, c'est qu'un quart des collectivités où il y a eu effectivement un quart du sol consommé pour des besoins d'habitat laisse sur des communes qui perdent des habitants. Ça veut dire qu'on s'étale, mais on s'étale aussi avec du vide, avec des espaces qui ne sont pas remplis. Et on en viendra parce que c'est une partie de la solution aussi que de faire cet inventaire, ce diagnostic de ce qui n'est pas occupé. Les enjeux, il y a effectivement, par cette urbanisation, un mitage qui se fait, qui fractionne les habitats, qui crée des discontinuités, qui entrave le déplacement des espèces, qui va aussi détruire directement des habitats. Il y a aussi des pollutions. Il y a des pollutions qui sont d'origine diverses, d'origine anthropique, aussi d'origine agricole. C'est effectivement, il y a des enjeux directs autour de l'eau, bien sûr, la protection de la qualité de l'eau, de la ressource. Ça a un coût direct pour les collectivités et puis des coûts indirects pour la société. Il y a des enjeux autour de la pollution de l'air. Il n'y a pas de seuil, par contre, sur l'air. Et puis, il y a des enjeux autour de la pollution des sols. Et là, effectivement, il peut y avoir des seuils connus par rapport à des usages, mais souvent, on est aussi un petit peu dans le flou de ce qui est possible. Et c'est souvent quand il y a des problèmes très forts qu'on le perçoit, en fait. Alors, un autre message clé que vous voulez faire passer, sur quoi vous voulez nous sensibiliser, c'est qu'il ne suffit pas de décliner un catalogue d'actions. Il faut s'inscrire dans une vision d'ensemble. Et c'est ce que vous voulez illustrer à travers cette autre diapositive, avec une chaîne d'étapes. Chaîne d'étapes, en tout cas une chaîne de leviers. Ce qu'on voudrait dire, parce qu'on voit que le sujet est complexe depuis qu'on en parle ce matin, et vous le percevez bien dans vos pratiques au quotidien, il ne faudrait pas donner l'idée qu'effectivement tout est simple et qu'il y a des choses miracles qu'on va sortir comme ça. C'est plutôt qu'il y a une somme d'attention à avoir sur des leviers qui vont de la connaissance, la protection,
urbaniser, mais mieux, c'est le mieux qu'il faut retenir ici, et puis après jusqu'à la mise en œuvre d'une gestion écologique sur les espaces qui sont aménagés. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est après on va avoir une série d'exemples qui sont des exemples plutôt pris sur des petites communes et qui sont pour la plupart issus d'un dispositif national qui s'appelle le concours Capitale française de la biodiversité, qui chaque année permet de recueillir des démarches innovantes mises en œuvre par des collectivités de différentes strates pour identifier la façon dont elles mettent en œuvre leur politique pour restaurer et ménager la biodiversité. Alors, pour le premier levier, sur la connaissance, il y a évidemment des enjeux, je pense que ça nous parle tous, connaître les espèces de son territoire, mais c'est aussi connaître les habitats, connaître aussi le fonctionnement des écosystèmes de son milieu, ce qui permet d'avoir une approche un peu pour connaître les enjeux, les vulnérabilités du territoire et puis aussi les atouts, parce que les atouts derrière, c'est aussi se connecter à une partie, se connecter au vivant, le sensible, qu'est-ce qui peut toucher les gens. Quand on met en évidence, par exemple, qu'il y a un milieu qui accueille des espèces rares ou protégées, ça peut aussi avoir un effet effectivement levier. Et donc là, ce premier exemple que je voulais donner, c'est une petite ville, Saint-Aubin-du-Cormier, en Ille-et-Vilaine, qui a fait un travail d'atlas des milieux naturels d'intérêt écologique. En fait, c'est un atlas des réservoirs pour la trame verte et bleue. Parce qu'une fois qu'on a parlé de trame verte, on est sur la trame, on va dire elle va fonctionner, ça va circuler bien, mais il y a aussi des réservoirs, c'est-à-dire des espaces qui ont un fonctionnement, des habitats qui sont plus propices à aller après alimenter le reste des corridors. Et juste un arrêt sur image, est-ce que c'est connaître aussi les expertises profanes des habitants ? L'idée, c'est simplement de les instruire. Alors, c'est aussi de les associer, tout à fait, parce qu'il y a beaucoup d'associations naturalistes qui font un travail vraiment remarquable. Ouais. Il y a aussi en régie, au sein des collectivités, des agents qui sont aussi très compétents, et qui peuvent continuer à se former et à en faire un sujet important dans leur métier. Mais donc, il y a des démarches aussi participatives, d'inventaire et de connaissance de la biodiversité. C'est aussi un des piliers de ce qu'on appelle les atlas de la biodiversité communale, qui est un dispositif qui est piloté par l'Office français pour la biodiversité. Il y a un appel à projet régulièrement, un appel à projet qui se termine demain, je crois, la date limite, pour déposer un dossier et être accompagné en tant que collectivité, c'est-à-dire avoir des moyens, avec peut-être des moyens d'accompagnement par des écologues, pour justement essayer de cartographier cette biodiversité extraordinaire, mais bien souvent ordinaire, ce qui est le plus important. Alors ça, c'était le premier levier, connaître. Le deuxième, protéger. Protéger, voilà, on ne protège bien que ce qu'on connaît, donc une fois qu'on a fait ce travail-là, il y a la protection. Alors, il y a 3 exemples dans la protection. Il y a des protections qui peuvent se prendre dans le cadre des documents d'urbanisme. Et puis, hors documents d'urbanisme, il y a d'autres choses. Je prends cet exemple d'une commune dans les Yvelines qui, dans les années 90, a déposé face au projet de rachat d'un espace d'une zone humide, a racheté du coup cet espace-là, des étangs. C'était un projet de rachat face à un projet de golf, en fait, tout simplement. Donc, ils ont voulu, parce qu'ils connaissaient effectivement l'importance pour le territoire, dans la forêt de Rambouillet, qui est devenue après qui est une réserve, l'importance de protéger. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont d'abord un peu... par eux-mêmes, on va déposer une réserve naturelle volontaire. Aujourd'hui, c'est devenu une réserve naturelle régionale. C'est un dispositif qui a remplacé les réserves naturelles volontaires et qui a été accompagné aussi par le PNR de la Haute-Vallée de Chevreuse, qui après les a aidés à concevoir un plan de gestion, restaurer les berges, restaurer une roselière, en faire aussi un habitat qui maintienne effectivement sa qualité. Donc, premier dispositif. Autre dispositif qui existe pour protéger mais là en s'appuyant plutôt sur les documents d'urbanisme, PLU. Alors là, je donne. Dont il a été question tout à l'heure. Tout à l'heure. Effectivement, on a des leviers qui sont forts. Là, je prends un exemple d'un PLU-I. En fait, c'est une communauté d'agglomération communauté de communes à Douai-en-Anjou, dans le Maine-et-Loire, qui a effectivement conçu plusieurs réflexions et zonages pour protéger à la fois les paysages. C'est une zone très viticole, comme vous connaissez aussi ici, mais en se disant il faut aussi protéger les riverains de l'épandage des pesticides, parce que l'usage des pesticides en vigne, c'est une des cultures qui est les plus consommatrices de pesticides, donc il faut effectivement dire
les indices de fréquence de traitement, c'est 20 traitements par an potentiellement. Donc comment on protège quand on a un pavillonnaire qui a été établi? C'est d'avoir délimité une zone tampon qui est bien matérialisée au PLUI et qui prévoit une distance de retrait importante qui est supérieure aux distances, aux zones de non-traitement qui sont aujourd'hui prévues par un arrêté du ministère. Voilà, donc un exemple de comment protéger. Un autre exemple protégé, donc ça c'est aussi une communauté de communes, mais il y a beaucoup de petites communes qui maillent cet ensemble de Maubeuge-Val de Sambre dans le nord, qui est très concerné par des problèmes d'érosion de sol, de coulées de boue, de ruissellement, parce que vous le savez très certainement, mais comme ce territoire comme ailleurs, en France, on a perdu 70% du maillage naturel des limites parcellaires agricoles, les haies, depuis l'âge d'or qui allait jusqu'aux années 30, voilà, etc. Et donc, effectivement, comme ailleurs, ils ont été très concernés par ça, avec toutes les conséquences que j'ai évoquées. Donc, ce qu'ils ont fait, ils se sont dit qu'il faut absolument qu'on protège ce patrimoine dans notre PLUI. Mais vous le savez, produire un PLU ou un PLUI, ça demande du temps. Donc, en amont, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont validé, décidé en conseil municipal, conseil d'agglomération, un moratoire pour protéger les haies, justement, pour dire on ne pourra pas faire des arrachages intempestifs, ce qui était des choses qui se pratiquaient. Donc, il y a déjà eu un pré-encadrement qui a permis après de travailler plus sereinement sur toutes les autres dispositions du PLU, PLUI. Mais on peut citer un autre exemple, quand on n'a pas de PLU, il y a aussi des choses qu'on peut faire au niveau de la carte communale. Il y a une petite commune, Comuna, donc c'est Comuna, j'ai noté, dans le Finistère. C'est un exemple intéressant, Comara, pardon, excusez-moi, qui a protégé en fait dans sa carte communale plus de 400 km de maillage bocager. C'était vraiment une identité très forte sur leur territoire. Et du coup, après ça, justement, ils ont pu faire en sorte que pour chaque demande de travaux, il y ait une demande préalable qui soit faite et qui passe d'abord devant les élus. Donc c'était d'abord un moyen de protéger pour pouvoir aussi réguler après ce qui allait se passer en termes potentiellement de destruction de ces espèces. Connaître, protéger, troisième levier, urbaniser mieux. Urbaniser mieux, voilà, donc il faut retenir surtout le mieux. Là, je prends un exemple d'une petite commune dans le Bas-Rhin, de Muttersols, qui a effectivement été dans le SCOT du bassin, en fait, a été identifiée comme une ville où la ville moyenne voisine allait pouvoir déborder. Donc ils ont senti qu'il allait avoir effectivement des problèmes peut-être d'étalement urbain, de fractionnement. Donc vous voyez déjà en fait la forme, les vues aériennes sont intéressantes, hein. On peut voir beaucoup de choses sur plein de sites comme Géoportail, ça vient de ce site-là. Alors, déjà en fait le centre est assez resserré. Ils ont essayé il y a quelques petites sorties, mais justement qui le contiennent. Ce qu'ils ont essayé de faire effectivement, c'est d'accueillir des habitants. Il y a vraiment un projet d'accueillir, c'est déjà mis en œuvre depuis quelques années, plus de 240 logements sur une petite commune, c'est important, mais à enveloppe urbaine constante. Et donc, comment ils ont fait? Effectivement, déjà en densifiant le tissu urbain qui existe déjà, en mobilisant de façon très active tout le potentiel de logement et de bâti qui est inoccupé. Donc, une des premières actions, quand on dit on n'a pas de place, il faut faire cet inventaire du bâti inoccupé qui pourrait après être réaménagé avec des changements de vocation et d'usage. Et puis, réinvestir aussi les dents creuses avec une certaine densité qu'ils assument. Voilà, c'est plus de 30 logements par hectare qui est envisagé sur l'enveloppe même de cette petite commune. Arrêt sur image, on imagine que pour parvenir à ce résultat, il faut engager des actions à long terme. C'est une vieille histoire. Là, tout à fait, bien renseigné. C'est une vieille histoire. C'est une petite commune et c'est la première commune qui a créé en fait sa maison de la nature il y a plus de 30 ou 40 ans, je ne sais plus, peut-être même un petit peu plus. Ils ont aussi, en dehors des questions d'habitation, en fait, d'habitat, ils ont aussi créé à plusieurs endroits des emplacements réservés pour renforcer la trame verte. Donc des emplacements réservés qui sont sur des zones naturelles ou des zones agricoles, mais pour vraiment l'idée de renforcer cette trame verte sur un territoire qui est très agricole, c'est la plaine agricole du d'Alsace. Bas-Rhin, voilà, d'Alsace. Ouais. Autre exemple. Autre exemple, urbaniser mieux. Alors là, c'est une communauté de communes Saône-Beaujolais, donc en Saône-et-Loire, qui a développé un marathon de la biodiversité. Alors pourquoi un marathon? Parce qu'ils ont pour projet, et c'est en train de s'achever, de restaurer ou d'aménager 42 mares
et puis de restaurer et d'aménager 42 km de haies. Donc c'est un espace très viticole, vous pouvez vous l'imaginer aussi, donc avec des enjeux autour de l'eau, de la qualité de l'eau à la sortie sur le bassin versant. Et donc ce qu'ils ont même fait, en fait, donc tous ces dispositifs sont ouverts. Évidemment, les communes se l'appliquent sur sur le domaine public, sur les espaces qu'elles gèrent, mais ils invitent aussi des porteurs de projets, des particuliers, des entreprises, des agriculteurs à s'impliquer dedans. Et ce dispositif du marathon de la biodiversité s'inscrit ou a accueilli en tout cas un autre dispositif lié, qui est que pour les viticulteurs, de pouvoir présenter des dossiers pour paiement pour services environnementaux, donc en créant des infrastructures agroécologiques type haies ou mares sur leur parcellaire, d'avoir aussi un retour financier de la part de la collectivité. C'est un programme qui est financé par l'Agence de l'eau, mais c'est bien été l'idée de la communauté de communes Saône-Beaujolais et qui est depuis devenu en fait un projet un peu exemplaire et qui se fait à d'autres endroits, qui se prépare à d'autres endroits de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée. Ah, ça donne envie d'aller voir ça de plus près. Hein. Et en attendant, poursuivons le tour d'horizon. On a parlé tout à l'heure d'OAP. Je trouve qu'effectivement, c'est intéressant. C'est quand on a un PLU, après, ça ne dit pas tout. On peut prévoir effectivement des OAP qui soient très spécifiques et qui tiennent compte de certaines choses. Donc là, par exemple, c'est cette commune de Saint-Lunaire à Saint-Lunaire. Voilà, c'est pas ça, c'est Saint-Lunaire tout court en Ille-et-Vilaine, qui avait d'abord fait un très gros travail de connaissance, de diagnostic de leurs écosystèmes, des habitats, en ayant aussi identifié 5 espèces d'amphibiens qui étaient très présentes sur le territoire, mais aussi en danger parce qu'il y avait des discontinuités comme des routes effectivement sur des endroits où ça passe. Donc là on voit par exemple, donc l'OAP en fait ce qu'il a prévu, il a dit plein de choses, mais c'était vraiment l'idée de protéger aussi les amphibiens. Donc de dire il y a une zone de retraite 25 mètres de construction dès lors qu'on est près d'une zone humide. Voilà, c'est là qu'on le dit et c'est là après qu'on peut avoir les arguments pour le faire respecter. Et puis aussi de prévoir après des constructions de type crapauduc pour protéger, pour laisser passer les amphibiens. Combien ça coûte, si vous voulez savoir? Ça, c'est un exemple. Ça coûte 4 000 €. Voilà. Alors, je vous laisse évaluer si ça coûte cher ou pas pour vous, mais ça donne un repère. Alors, ils y passent, on a pu passer. Effectivement, en fait, avant, c'était une route où il y avait beaucoup d'amphibiens écrasés. Donc aujourd'hui, il n'y en a plus, c'est des choses qui fonctionnent. Alors, il y a assez de retours d'expérience pour dire que ça fonctionne. Un mot quand même sur le... Capitale française de la biodiversité. Oui, capitale française, quand même. Alors, Capitale, c'est un dispositif qui, surtout, en fait, une occasion d'aller chercher, de faire le parangonnage de bonnes pratiques, puis après de diffuser. Voilà. Ça sert à ça. Ça sert à passer, on va dire, des expériences pour les présenter. Ils ont été, Saint-Lunaire, capitale française de la biodiversité pour les petites villes, dans leur catégorie, du coup, il y a 2-3 ans. Voilà. Une sacrée reconnaissance. On reste à Saint-Lunaire, me semble-t-il. Oui, on reste à Saint-Lunaire parce qu'en fait, urbaniser mieux, c'est aussi jusqu'aux étapes d'instruction et de contrôle sur le terrain, qui sont peut-être pas les éléments les plus simples. Là, on voit la commune sur la réception, au moment de la réception d'un quartier, a pu constater qu'il y a des choses qui n'allaient pas. On est d'accord, il y a une zone qui collecte l'eau, ce qu'on voit mieux, les ganivelles, ça va aussi, mais vous devez voir, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est toutes ces bâches devant. Et bien, du coup, refus de conformité, et donc c'est aussi là qu'il faut affirmer que ça n'était pas dans le cadre, et il faut le signaler, voilà, pour essayer de revenir en arrière quand c'est encore possible, parce que les bâches, quand on laisse pousser la végétation, dans 1 an ou 2, ce sera très compliqué. Voilà. Alors le 4e levier, c'est la gestion écologique et différenciation. Voilà, et on reste encore à Saint-Lunaire. Et on reste encore à Saint-Lunaire. C'est un peu le hasard, mais capitale, parce que j'avais beaucoup de photos de Saint-Lunaire, c'est peut-être aussi pour ça. Donc la gestion écologique et différenciée, c'est de se dire aussi qu'une fois qu'on a prévu des espaces de nature, des espaces verts, il ne s'agit pas simplement qu'ils soient là pour qu'on se dise qu'on est vertueux. Il faut aussi prévoir des modes de gestion qui soient adaptés. Donc, par exemple, la gestion différenciée qui est menée à Saint-Lunaire, vous le voyez ici, c'est des hauteurs, des différentiels de tonte un peu différents. Le passage jusqu'au banc sous l'arbre, eh bien, du coup, il est tondu. Et à côté, eh bien, il n'y a pas forcément un usage de jeu de ballon, et encore, ce ne serait pas forcément un problème peut-être. Mais du coup, c'est de laisser justement une tonte plus haute pour créer des habitats qui soient propices à la production de graines et aux habitats pour
les invertébrés notamment. C'est peut-être un petit exemple sur l'autre photo que vous voyez. Alors c'est une grande ville, mais je pense que c'est quelque chose qu'on peut retrouver ailleurs. La gestion différenciée des couverts enherbés, c'est aussi de se dire tous les à côté, on a tendance à les tondre, complètement à les ratiboiser, mais peut-être qu'il y a juste une bande qui est nécessaire pour garder la bonne visibilité et que le reste, le report, du coup, c'est un espace qui peut avoir un peu plus d'apport en termes de biodiversité aussi. Alors, voilà. Créativité jusque dans les mots, les jeux de mots, je ne sais pas si vous le voyez de la salle, jardin biodiverse. Cité, CIT. Tout à fait, parce que la ville de Saint-Lunaire essaye aussi d'encourager les habitants à avoir adopté ce type de pratique. Donc, c'est des panneaux qu'ils affichent ou qu'ils mettent dans leurs bulletins municipaux. Voilà. Quitte à faire des fautes d'orthographe par la suite, mais bon, c'est pour la bonne cause. Alors, une photo qui montre un effet possiblement positif du Covid. Oui, alors voilà, parce qu'en fait, quand on se dit, mais c'est pas toujours possible de laisser les couverts enherbés hauts, alors vous avez été témoin de ça certainement dans vos collectivités. C'est vrai qu'il y a eu, pendant le confinement, les 5 premières semaines de confinement, les 6, on a fait une enquête nationale auprès de 830 collectivités, peut-être que certains d'entre vous ont répondu. Il y avait quand même une grande majorité de collectivités qui n'avaient pas pu maintenir plus de 20% de leurs effectifs. Donc ça fait sur le terrain, ça fait tout simplement des opérations de tonte ou de fauche qui ne se sont pas faites. Et 60% des répondants avaient dit, en fait, on a observé des effets qu'on suppose être bénéfiques. Et en plus, dans ces gens-là, après, il y a eu aussi une très grande majorité qui a dit, on aimerait que ça perdure. Donc comment ? Peut-être en mettant en place une gestion différenciée. On voit là cet espace, je n'ai pas la photo avant-après, donc cette arène, mais pour dire effectivement, après il a été fauché, et il a certainement aussi il y a eu des changements dans la gestion de cet espace-là. À Caen, excusez-moi, là c'est une grande ville, mais on l'a vu aussi ailleurs, tout simplement à la sortie de confinement, il y avait trop de travail, donc ils ont créé des bandes, et c'est quelque chose qui est resté. Voilà, donc ça peut être aussi un levier intéressant en termes de gestion. Alors, la gestion écologique, ça consiste à regarder la tête baissée, le sol, mais aussi à l'horizontale, et sans oublier lever la tête, comme l'illustre cette autre diapositive. Voilà, lever la tête vers les étoiles. Donc la gestion écologique, c'est... Alors on ne parle pas forcément là des espaces verts, mais se dire effectivement, avoir un effet sur la biodiversité, c'est de considérer aussi ces questions de pollution lumineuse. Et c'est peut-être des fois des sujets auxquels on ne pense pas, parce que quand il fait nuit, on est peut-être des fois chez nous, et on ne pense pas justement à tous les points lumineux qui existent dans les communes, les points lumineux qui restent éclairés sur la place du village, près de la mairie, ou sur des bâtis aussi, parfois pour des mises en valeur. Mais les mises en valeur à 3h du matin, elles s'intéressent certainement peu de gens. Par contre, elles vont créer effectivement beaucoup de perturbations. Alors, je vous lance une question. Je ne sais pas si vous savez quel est le pourcentage d'invertébrés, donc les insectes, les araignées, qui sont nocturnes. Est-ce que vous diriez c'est 20, 30, 40%? C'est 65%. Donc, c'est une grande majorité des invertébrés. 65%. Et pour les vertébrés, c'est moins, mais c'est autour de 20-25. Voilà, donc ça fait quand même un certain nombre des invertébrés, donc les insectes, les araignées, qui sont nocturnes, c'est-à-dire qui ont besoin du noir pour s'orienter, pour se reproduire, pour se retrouver, et en fait pour avoir un fonctionnement. Donc quand on introduit de la lumière, forcément, on crée une perturbation dans leur cycle, etc. Même pour les oiseaux migrateurs, ils ne sont pas sur place, mais ça peut aussi modifier des couloirs. Voilà, donc une petite commune, Saint-Privat de Vallon, dans la Creuse, qui a réfléchi à cette question de la pollution lumineuse et qui a modifié les horaires d'éclairage, qui a aussi progressivement changé en fait ses lampadaires, scindé ses points lumineux. Il y a plein de connaissances qui sont disponibles là-dessus, la lumière orange. On hésitait à mettre cette diapositive, mais oui. Vous avez vu comme ça fait bruisser la salle. Hein. Voilà. Et surtout, du coup, je ne suis même pas allée encore au bout de l'argument, c'est que ça coûte moins cher. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui est certainement doublement vertueux. Alors, 2 dernières diapositives qui anticipent sur ce qu'on dira cet après-midi, oui. Mais c'est bien de jeter des passerelles. La première sur le propos de Sandra Benamo, qu'on entendra tout à l'heure. Sur la gestion écologique dans les cimetières, le zéro phyto dans les cimetières. Il y a 40 000 cimetières, il y a plus de 40 000 cimetières en France. Je dis peut-être une bêtise, c'est même beaucoup. 36 000 communes. Oui, c'est 40 000, c'est ça, c'est 40 000. Mais si on fait la somme des surfaces, c'est toute la ville de Paris. Donc c'est
Vous voyez que c'est beaucoup. Et ce sont des espaces où il est encore possible aujourd'hui, mais jusqu'en juillet 2022, d'utiliser des produits phytosanitaires, parce qu'on est sur un modèle de gestion des espaces très minéralisés, donc un regard sur la flore spontanée qui est plutôt associé aux salles, à l'absence, au manque de respect, aux problèmes de propreté, etc. Et donc des communes pionnières, mais déjà depuis nombreuses années, accompagnées certaines par des CAUE, par des paysagistes, qui ont décidé effectivement d'introduire le végétal, de changer les ambiances, pour se dire justement on va pouvoir mieux tolérer la flore spontanée quand elle sera accompagnée, pour montrer que la commune a une action. Donc c'est des petites communes là, qui ont fait des essais de plantation de vivaces. La commune, il y a une commune qui a fait une zone test, il a annoncé, on dit bon voilà, on ne sait pas ce que ça va donner, peut-être que du coup il y a des plantes qui ne fonctionneront pas bien, mais on vous le fait savoir qu'on est en train de réfléchir à ça. Et puis il y a des communes, je crois que c'est la première, Mouchon et Rocheux-Jetrou, qui a associé les habitants, qui a fait une sorte de casting de plantes, laquelle vous préféreriez. Voilà, c'est une façon aussi d'inviter les habitants à participer à la réflexion sur ces changements de paysage. Avant de recueillir les réactions de la salle, ces interrogations, une toute dernière diapositive qui fera le lien avec les cours d'école, voilà, même si on est à l'extérieur. Moi, je trouve que c'était important de terminer par l'association des habitants. Là, on en a parlé un petit peu avant, mais aussi des enfants. Donc, effectivement, ça fera écho à ce qui sera présenté cet après-midi. Il y a des communes. C'est une commune qui est dans la Creuse. Tout à l'heure, j'ai dit la Creuse, mais c'était la Lozère. Donc là, c'est la Creuse. Qu'il en existe d'autres, mais celle-ci a effectivement développé une aire terrestre éducative, c'est-à-dire c'est le choix d'une école avec la collectivité qui associe aussi une association naturaliste et qui fait labelliser ce dispositif par l'Office français pour la biodiversité pour donner les clés en fait d'un espace pour prévoir un plan de gestion, faire des actions d'éducation à l'environnement. Et je trouve que c'est un bon outil pour essayer des fois de sortir un peu des contraintes, mais montrer effectivement qu'il peut y avoir de l'émerveillement sur ces espaces-là en gestion écologique. Voilà. Je ne vois pas pourquoi je ne cacherais mon émerveillement à vous entendre, parce que vous connaissez ces exemples sur le bout des doigts, c'est vraiment épatant. Ce sont autant d'exemples de territoires que vous avez accompagnés, plantes et cités. Alors, nous, on n'accompagne pas directement des collectivités territoriales. Il y a un maillage, il y a des CAE, voilà. il y a des bureaux d'études, des paysagistes qui font ça très bien. Par contre, parfois, ça nous arrive dans certains projets, certaines études, de faire ce travail de parangonnage ou de benchmark pour identifier les bonnes pratiques, puis après essayer de construire des itinéraires techniques, des nouvelles approches en s'appuyant sur des expériences qui soient déjà éprouvées. C'est une façon de produire de la connaissance et puis d'amener des références techniques un peu nouvelles pour faire bouger un peu les lignes. Mais ces communes ont été, souvent en fait le point commun, c'est qu'elles ont été accompagnées, elles sont dans un tissu d'acteurs, d'associations naturalistes, je l'ai dit, de CAUE. Il y en a quelques-unes que je me suis rendu compte, j'avais pris beaucoup d'exemples de communes qui étaient dans des PNR aussi. Les PNR jouent un rôle important parce qu'il y a une ingénierie, parce que ça donne un cadre, ça donne aussi peut-être un espace, une légitimité pour les élus qui ont envie d'avancer mais qui ne savent pas comment convaincre ou entraîner toute l'équipe municipale. Donc il y a effectivement un écosystème riche sur lequel il faut bien s'appuyer. On ne va pas sacrifier le repas, rassurez-vous, on va juste grignoter quelques moments pour recueillir vos réactions, vos interrogations éventuelles. Non, sinon, alors... Oui, madame, voilà, de la DTM, voilà. L'État veut prendre la parole. Merci, je voudrais pas monopoliser la parole, mais je voudrais vous remercier simplement parce que je trouve que tous ces exemples sont des exemples qui montrent que n'importe quel territoire, avec quelques moyens qu'il ait, est en mesure de faire des choses. Et ça, c'est quand même très important, il me semble. Alors, effectivement, vous avez dit que vous veniez du Maine-et-Loire, que je connais un peu, pour y avoir travaillé quelques années, et qui est un département où le végétal est extrêmement important. Donc je trouve que c'est d'autant plus important. L'exemple de Douai en Anjou, je le connaissais. Donc effectivement, ça montre bien que parfois, avec des petits moyens, parfois, sur tous les exemples qu'il y a là, sur la concertation, la sensibilisation, on peut faire des choses et des grandes choses. Voilà, c'était simplement une réaction d'admiration plus qu'autre chose. Alors s'il n'y a pas d'autres questions, ce que je propose, c'est de demander à Anne Gaillard de me rejoindre. Question surprise que je pose à toutes les deux, voire à toutes les trois, parce que je crois que Nathalie Secouti va pouvoir intervenir. Rassurez-vous, je vous demande d'y répondre
Très rapidement, j'étais très surpris par la manière dont vous incarnez vos propos. Et c'est peut-être l'occasion de dire que cet engagement, vos engagements respectifs professionnels, ne vient pas de nulle part. Il vient peut-être d'une formation, mais également peut-être d'une sensibilité ancienne, précoce à l'environnement, aux enjeux de la nature. Et j'aimerais savoir, sans indiscrétion, qu'est-ce qui vous a prédisposé à investir de manière aussi enthousiaste, aussi convaincante, ces questions-là. J'ai en tête toute cette littérature autour de la notion d'écobiographie qui nous invite à faire un travail d'introspection pour essayer de comprendre quels sont les ressorts de nos motivations à nous engager en faveur de l'environnement, etc., pour bien comprendre que ça ne se réduit pas à de la formation, à un diplôme, mais peut-être au fait que durant son enfance et durant le reste de son parcours de vie, on a été en proximité avec l'environnement. Alors, j'ose cette ultime question. Comment répondez-vous à cela peut-être comment Caroline, pour commencer? Moi, je n'avais pas préparé, donc je ne sais pas. Tant mieux. Je n'ai pas fait l'introspection encore, peut-être qu'il manque ça. Moi, je suis ingénieure en horticulture. Alors, les gens, ils voient peut-être des géraniums, mais il y a plein d'autres choses derrière. Donc, c'est effectivement... En fait, j'ai toujours aimé le végétal. Depuis toute petite. Et je pense qu'effectivement, j'ai eu aussi la chance de grandir dans avec un jardin. Voilà. Donc il y a ça, puis après effectivement j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de personnes au démarrage de Plantécité qui témoignaient effectivement de besoins, des gens qui étaient pionniers dans une réflexion sur la prise en compte des enjeux environnementaux et que avoir des espaces pour la nature, ça se gagne en fait sur des détails et sur des connaissances. Donc c'est voilà. Pour une réponse spontanée, c'est pas mal. Anne Gaillard, merci. Bon, moi, j'ai grandi déjà en milieu rural, comme je disais, à côté de la ferme de Pierre Rabhi, donc que je voyais régulièrement au marché le samedi matin, discuter avec mon père. Donc, j'avoue que voilà, j'ai été déjà un peu sensibilisée. Et je pense que c'est un parcours aussi de rencontres, beaucoup de rencontres. Même j'ai commencé mes études en architecture et j'ai été très marquée par un professeur, donc en 2e année, qui nous disait écoutez, dans l'atelier, on ne va pas construire, on va commencer par observer le vivant qui nous entoure et vous allez nous expliquer à la fin de cet atelier quelles sont les conditions d'habiter. Donc là, j'ai été, je suis, c'est ce qui m'a motivée pour faire des études de paysage. J'étais fascinée par la beauté. Moi, je pense que je suis rentrée par l'émerveillement. En grandissant en milieu rural, en ayant fait beaucoup de randonnées en montagne, et puis je fais aussi du parapente, et je suis fascinée par les paysages vus du ciel. Et voilà, et après, envie de défendre tout ça par conviction, mais je pense que c'est vraiment l'émerveillement et la beauté du vivant qui me motive à avoir envie de vivre en symbiose. Super. Alors, Nathalie Sécouti, on a bien compris que vous aimez trafiquer, triturer les chiffres, les statistiques, élaborer des scénarios, etc. Mais je crois savoir que vous-même, vous étiez prédisposé d'une certaine manière à cet engagement en faveur de la renaturation des problématiques liées à la nature. Nathalie Sécouti. Oui, merci, tout à fait. Je rejoins un peu effectivement ce qu'ont dit les autres intervenantes. Alors moi, j'ai un parcours de vie qui m'a permis d'évoluer dans l'architecture et l'urbanisme depuis petite, puisque j'ai commencé à vivre dans un petit village en Italie et que progressivement, j'ai rejoint une ville maternelle de 10 000 habitants, puis des études dans une ville de 100 000, une première pratique professionnelle dans une ville de 500 000 habitants, et puis me voilà aussi à Paris, mais avec un retour dans un territoire aujourd'hui qui m'est permis, parce que j'ai aussi une grande autre passion qui est le soin par les parfums, donc retravailler avec les huiles essentielles, travailler avec tous ces bienfaits du végétal, et je voulais aussi témoigner du fait que on a un rapport,
La voix se C'est coupe. l'émotion. Mais on a un rapport, oui, sans doute, c'est ça. On a un rapport aussi au végétal qui est très lié à ce qu'il peut nous donner en bien-être, voilà, d'un point de vue psycho-émotionnel aussi. Je pense que il y avait une grande étude qui avait été faite par Sandrine Manusset sur le sujet, les bienfaits du végétal en ville, je crois d'ailleurs financée par Plantes et Cités, et c'était extraordinaire parce qu'elle indiquait qu'il n'y a pas que l'embellissement, il n'y a pas que la biodiversité, il y a aussi la nature qui nous aide à être en bonne santé, à respirer un air pur. Voilà, donc c'est toutes ces approches-là et voilà, c'était un peu ce que je voulais dire pour finir. Merci de vous être livré à cet exercice donc d'éco-biographie qui aura peut-être de l'avenir. Vous aurez constaté, comme moi, que la parité n'a absolument pas été respectée, mais personne s'en plaindra. Voilà. Merci à toutes les trois et à tout à l'heure, 13h30 pour la suite. En attendant, bon appétit. Merci.